Alors, donc, vous avez mené une concertation entre France Asso et le Health Data Hub sur la place des usagers dans les entrepôts de données de santé. D'où est partie cette concertation, Arthur? Donc, merci beaucoup et merci à vous d'être présent aujourd'hui, hein, établissement, entrepôt, représentant d'usagers. Et puis, merci à vous. Et donc, c'est vrai que finalement, cette histoire, elle a commencé assez simplement, hein. Gérard Raymond, le président de France Associés, l'a largement dit. Des missions de l'association est d'accompagner la représentation des usagers, donc la démocratie en santé, en réalité. Donc, évidemment, nous sommes en lien tout le temps avec des représentants. Et en fait, on a recueilli des témoignages, des retours de certains de ces représentants d'usagers qui étaient justement dans des comités ayant trait aux données de santé, dans des entrepôts, et qui nous signalaient certaines difficultés, des frustrations, parce qu'ils avaient du mal finalement à comprendre quel était leur rôle, à comprendre ce qu'ils faisaient là, ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et donc, ils étaient dans une situation qui était évidemment pas très confortable pour eux, pas forcément à l'aise. Donc évidemment, on s'est dit, il faut qu'on puisse travailler avec eux et ces comités pour que ça puisse bien se passer et que cette représentation elle soit juste, pertinente et efficace, puisque c'est bien d'avoir des représentants et c'est encore mieux quand effectivement ils participent et ils ont un impact et une implication qui soit réelle, qui soit vraiment écoutée. Donc autour de cette question finalement des comités, données de santé, etc., on s'est naturellement tourné vers le Health Data Hub. D'abord parce qu'on a un partenariat fort, historique, hein, avec la direction citoyenne, en particulier sur plein d'actions d'acculturation, de dialogue, d'écoute des citoyens et de co-construction aussi. Donc, c'était extrêmement logique qu'on se rapproche du coup du FData Hub, autant sur le côté expertise, hein, avec toute l'implication dans l'appel à projet sur les entrepôts de données de santé, sur l'encadrement du comité stratégique des données de santé aussi. Bref, tout ça faisait évidemment énormément sens. Et donc, c'est effectivement, comme l'a rappelé Gérard, très naturellement qu'on s'est rapproché du FData Hub pour essayer de trouver des solutions constructives et concrètes. Je vais compléter un petit peu aussi ce propos. C'est la méthodologie en fait qu'on a mise en place de cette concertation est tombée sous le sens, mais sous le sens aussi parce qu'on a été accompagné pour ça. On a fait le choix donc d'être accompagné par un expert qui est état d'esprit spécialisé finalement dans la participation citoyenne. Et ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a fait ce travail évidemment partenarial avec France Asso Santé et en accompagnement d'un expert dans ce domaine-là. Alors, cette question de la place des usagers, évidemment, pour moi, elle est d'autant plus importante que je viens aussi du monde associatif. Donc, certes, je le porte en tant que directrice citoyenne du SData Hub, mais aussi avec ma propre histoire et ayant vécu également ce petit inconfort que de devoir être siéger en tout cas dans des comités, mais sans toujours savoir à quel moment on doit lever ou non le doigt. Et puis, ce qu'on en a déduit dans les premiers échanges avec les associations, c'est quand même un truc intéressant. Finalement, leur place où? Dans quel comité? Et on s'est aperçu qu'il y avait très vite une confusion. Comité de pilotage, comité éthique et scientifique, des comités seulement scientifiques, des comités seulement éthiques. Et puis, est-ce que l'usager sait toujours exactement où il est? Et on se rend compte que bien non, parce que des fois, il siège un petit peu partout et que le sens aussi du mot donné n'a pas toujours été là présent et ça finit par créer de la confusion. Donc, dans le cadre de ce dialogue qu'on a mis en place, au départ, c'était très large. On voulait faire sur l'ensemble des types de comités. Et puis, évidemment, très vite, on s'est dit, il va falloir, et parce qu'on l'a écouté, parce qu'il y avait une attente et une demande forte ici, on a resserré le champ sur les comités éthiques et scientifiques des entrepôts de données de santé. Mais le début de notre histoire, c'est bien plus large que ça. Et puis, la deuxième chose aussi dans le dialogue qu'on a voulu installer, bien sûr, ça concerne le début de l'histoire, c'est les usagers dans ces comités. Mais le dialogue, il ne se fait pas qu'entre usagers. Donc, il était important déjà de prendre en considération aussi le point de vue de ceux qui sont de ces autres personnes qui sont dans les comités. Donc, dans les comités éthiques et scientifiques des entrepôts de données de santé, il peut y avoir des data scientists, des juristes, des ontologues, etc. Il faut aussi pouvoir finalement recueillir leurs propres ressentis. Et ça a été important. Et en fait, on ne s'est pas arrêté là parce qu'après tout, et puis Stéphanie Combe l'a dit précédemment, entrepôt de données de santé, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne peut pas tous avoir une opinion, se faire une opinion et apporter sa contribution? Donc, on n'est pas resté sur seulement les personnes qui sont déjà dans ces CSE des entrepôts de données de santé, donc usagers ou non usagers. On a aussi intégré l'ensemble des acteurs qui peut-être demain seront dans ces entrepôts ou tout simplement
qui sont concernés par le sujet, c'est-à-dire nous tous. Et ça, c'était important. Ce qui me permet finalement de dire qu'on a pu écouter une 60aine d'acteurs. Et là, j'ai quand même la petite liste parce que je dois mes remerciements à beaucoup de personnes. La PHP, la BNDMR, le CESRES, le COSTRAT, qui parlera aussi tout à l'heure, le CHU de Bordeaux, de Lille, de Rennes, de Rouen-Normandie, France Cohorte, l'INSERM, l'INCA, Hugo, le GCS G4, le GCS Paysage, Hôpitaux de Toulouse. J'espère surtout ne pas en avoir oublié, mais ça témoigne aussi à la fois de l'engouement de ces acteurs de participer à cette concertation et en même temps notre finalement volonté avec France Asso Santé d'écouter tout un chacun. Et je rappelle encore une fois, grâce à un prestataire qui a été formidable et qui nous a beaucoup accompagnés, qui est État d'Esprit. Merci Caroline, merci Arthur. Alors Hélène, la CNIL a rédigé un référentiel sur les entrepôts de données de santé, un référentiel qui dépasse le seul sujet de la place des usagers dans les entrepôts de données de santé. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors peut-être, oui, rapidement réexpliquer ce qu'est un référentiel, parce qu'on parle de référentiel entrepôt de données de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un référentiel, en tout cas un référentiel CNIL, c'est une mesure de simplification, c'est-à-dire que la CNIL adopte un texte qui est donc appelé référentiel et qui vise à proposer un encadrement à la fois juridique et à la fois technique, donc vraiment sur les mesures de sécurité, pour encadrer certains types de traitements. Et donc, on a un référentiel spécifique sur les entrepôts. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces référentiels, on ne les sort pas de notre chapeau, on ne les rédige pas tout seul dans notre coin, dans nos bureaux à la CNIL. On les travaille, on les rédige, on les prépare et on lance des concertations avec plusieurs acteurs. Et dans le secteur de la santé, il y a 2 acteurs qui sont absolument incontournables sur tous les référentiels qu'on fait, qu'on propose. Le premier acteur, c'est le Health Data Hub. Alors, tout simplement, déjà parce que c'est écrit dans la loi, c'est même prévu par le législateur. Si la CNIL fait un référentiel, il faut que le Health Data Hub soit dans la boucle. C'est dire si c'est complètement logique et naturel. Donc, le Health Data Hub est systématiquement consulté dès qu'on propose un référentiel, puisque l'objectif, c'est quand même de fixer un peu l'encadrement juridique et technique de tous ces traitements de données de santé. Et le deuxième acteur qui est systématiquement consulté sur tous les référentiels, c'est France Asso Santé. Et c'est France Asso Santé. Pourquoi? Parce que la CNIL met un point d'honneur à systématiquement inclure dans les discussions cet acteur qui est représentatif, finalement, de personnes avec lesquelles, en tout cas au service de la santé, on est assez peu en contact. Nous, on accompagne les responsables de traitement, donc on accompagne les chercheurs, on accompagne les professionnels de santé, les établissements de santé, mais les patients, on est rarement en direct avec eux. Donc, c'est absolument essentiel quand on propose un cadre pour encadrer des traitements de données de santé, que les représentants des usagers puissent participer aux discussions. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'implication des usagers. Et le deuxième niveau d'implication des usagers, finalement, on le retrouve dans le référentiel lui-même, c'est-à-dire que dans le cadre qui est proposé, on propose un modèle de gouvernance avec 2 comités qui ont des fonctions distinctes. Alors, il y a un comité qui est plus sur l'orientation stratégique et puis un comité, ce qu'on appelle les fameux comités scientifiques et éthiques. Alors, ils ont peut-être des noms qui varient dans chaque entrepôt et dans chaque structure. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté très forte de la CNIL d'inclure au sein de ces comités des représentants des usagers. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est impératif pour la CNIL que les usagers soient consultés. Les patients, finalement, c'est les personnes concernées, parce qu'on parle de traiter des données de santé, mais les données de santé, elles n'appartiennent pas aux établissements, elles n'appartiennent pas aux médecins, elles concernent des personnes. Donc, il faut quand même qu'à un moment, ces personnes puissent alors déjà s'intéresser au sujet et puis surtout participer aux discussions. Donc, c'est pour cela qu'on a vraiment tenu à ce qu'il y ait un représentant des usagers au sein de ces comités. Et peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, donc, comme je le disais, hein, nous, on a plus souvent des échanges avec les responsables de traitement qui demandent une autorisation ou qui veulent mettre en œuvre un projet. Et très souvent dans les discussions, par exemple, on a le sujet de l'information, de l'exercice des droits. Et on nous dit, ah oui, mais les patients, peut-être que ça va les déranger d'être informés, ça va les replonger dans un moment très difficile de leur vie. Voilà. Et certes, c'est tout à fait audible, mais à un moment d'avoir vraiment l'avis des patients, d'un représentant des patients, c'est absolument crucial. Voilà. Et c'est pour cette raison que vraiment la décision a été prise
Alors, d'imposer, parce que pour pouvoir être conforme au référentiel, il faut qu'il y ait un comité scientifique et éthique et il faut qu'il y ait un représentant des usagers au sein du comité. Après, le référentiel, il ne rentre pas dans le détail du fonctionnement. Voilà. Déjà parce que ce n'est pas sa vocation, hein, il est là pour encadrer un traitement de données. Donc après, le fonctionnement au sein de chaque structure, de chaque type de comité, est quand même laissé à la liberté des acteurs qui mettent en œuvre les entrepôts. Merci beaucoup Hélène pour l'ensemble de ces éléments. Alors Arthur, Caroline, je me retourne vers vous. Quelles ont été donc les grandes étapes de cette concertation, sa méthodologie ainsi que ses résultats? Alors, la concertation, je rappelle, hein, c'est quand même une année entière qui s'est découpée oui, en 3 grandes étapes. Une première étape essentiellement d'écoute individuelle, où on voulait en fait que chaque personne soit suffisamment en confiance justement pour nous dire ce qu'il en était. D'où mon anecdote de tout à l'heure, lorsque de façon un petit peu vulgarisée, je dis les citoyens, enfin les patients et représentants sont un petit peu partout, c'est de dire certains ont osé nous dire oui, je suis dans plusieurs comités et parfois j'en oublie lequel il est. Et en fait, justement, parce que cet accompagnement m'est donné, est-ce qu'on me rappelle ces choses-là? Et tout un ensemble aussi d'autres choses qui ne se disent que dans une forme de confiance, de confidence qui peut être, qui a été donc dans le cadre de cette première étape et donc d'échanges plutôt en bilatéral. Et puis après, on a eu 2 grandes phases qui sont méthodologiquement les mêmes. Ce sont des phases d'atelier dont on pourra reparler un petit peu tout à l'heure. Mais une première phase d'atelier, cette fois pour un livrable donné qui était une fiche mission pour rappeler le rôle des usagers dans les comités éthiques et scientifiques des entrepôts de données de santé. Et une dernière phase d'atelier, cette fois-ci plutôt pour co-construire une formation citoyenne sur les entrepôts de données de santé et redonner un petit peu du sens à ce mot qui est un petit peu complexe et qui peut un petit peu effrayer, alors qu'encore une fois, on le rappelle, les entrepôts de données de santé, ça concerne tout le monde. Oui, et pour compléter, donc, il y a eu ces 3 phases. Et c'est vrai que cette première phase d'entretien individuel, finalement, elle a été extrêmement riche parce qu'elle nous a permis, avant de passer aux phases collectives, de bien identifier finalement quels étaient les livrables qu'on devait imaginer pour répondre à toutes ces attentes. Parce qu'on avait d'un côté, finalement, on va dire les organisateurs des comités, les entrepôts, qui attendaient, et c'était déjà une bonne nouvelle en soi, que ces représentants des usagers soient effectivement actifs et bien impliqués. Donc, il n'y avait pas, on va dire, de rejet ou d'idéologie qui serait très négative par rapport à leur présence. Donc, c'était déjà, déjà assez rassurant et un bon point. Et ça montre aussi, enfin, tout l'engagement, on l'a montré aussi dans les faits après, tous les acteurs. Mais que cette participation, elle posait question et qu'il y avait pas mal de flou finalement. Qu'est-ce que ce représentant des usagers il peut apporter? Qu'est-ce qu'on doit attendre de lui? Donc, on était sur, c'est lui qui doit rappeler si c'est un projet utile ou pas pour les usagers. Il doit être parfois le garant de la transparence et de la surveillance des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il doit être sur les questions éthiques pures et dures? Donc, on a vu qu'il y avait des attentes qui étaient différentes et qui, du coup, qui n'étaient aussi pas forcément toujours alignées avec ce que les représentants d'usagers eux-mêmes du coup avançaient et disaient moi, de ce que j'en ai compris ou comment je me positionne dans finalement toute cette histoire et ce comité, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, pareil, on a vu qu'il y avait pas mal de perceptions différentes et puis d'actions aussi, parce que des fois, ils se percevaient plus comme un expert pur et dur. Il y avait des questions sur le respect de la protection des données. Les représentants de données ne sont pas des experts médicaux de tous les sujets, puisqu'ils représentent non pas leur propre pathologie et leur propre association, mais ils représentent justement une voix plus collective aussi. Et effectivement, il y a beaucoup d'entrepôts qui traitent de très nombreux sujets différents médicaux. Donc, ça ne faisait pas non plus sens dans ce sens-là. Donc, finalement, des attentes qui n'étaient pas tout à fait alignées et une vraie attente aussi de la part des usagers qu'on clarifie justement ensemble qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quand est-ce qu'ils lèvent la main et qu'est-ce qui est légitime finalement pour eux en termes d'apport, parce qu'ils voyaient bien qu'ils pouvaient apporter des choses. Donc, après cette première phase préliminaire qui a été assez exploratoire sur toutes ces perceptions, donc qui a été très riche, c'était évident qu'il fallait refaire du collectif pour remettre justement retrouver tout le monde ensemble et établir c'est quoi ce cadre collectif, cette espèce d'horizon partagé finalement de pourquoi on se retrouve dans ce comité éthique avec aussi les représentants d'usagers, puisque c'est un flou sinon qui entraînait beaucoup de frustration, voire des frictions qui étaient du coup évidemment pas productives. Et on voit que se mettre dans ces dimensions aussi, on le verra sur la table ronde après, ça a aussi engendré et en tout cas encouragé des dynamiques aussi de co-construction encore plus fortes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette fiche mission, notamment, c'était clarifier justement les attentes de chacun, quelle était la place, l'apport que les représentants d'usagers
pouvait amener justement dans ce mandat qui n'était pas aussi cadré que d'autres mandats de représentation qu'on peut avoir. On a des mandats dans le code de la santé publique qui sont très détaillés. Vous êtes nommé par telle entité, vous vous réunissez tant de fois pour faire ci, pour faire ça. Et donc, on a des textes. Ce n'est pas le cas. Là, on a un référentiel qui nous dit vous êtes effectivement présent. Et donc, il fallait construire effectivement pour compléter finalement dans la suite de ce référentiel et de cet engagement qu'avait pris la CNIL, de dire comment on fait concrètement pour trouver des solutions pragmatiques et pratiques pour ceux que ça bénéficie évidemment au traitement des données dans les entrepôts. Alors, de cette concertation, vous avez construit une offre de service. Pouvez-vous nous la présenter? Alors, l'offre de service qui s'est faite de façon progressive. Donc, je pense qu'on l'a déjà dit, vous l'avez entendu. Le premier livrable, premier élément, c'est une fiche mission. Donc, tu vas pouvoir un petit peu parler et nous dire ce qu'il y a dedans. Juste un petit mot quand même dessus. La fiche mission, d'une certaine façon, c'est presque un lieu commun. C'est rappeler l'évidence. Mais en fait, comme on le disait depuis le début, c'est pas une évidence pour tout le monde et parfois les évidences ont besoin d'être rappelées. C'est nécessaire pour tous. Donc peut-être, Arthur, toi, tu peux nous dire un petit peu plus ce qu'il y a et combien de pages elle fait. Alors, la fiche mission, c'est un document qui était à disposition à l'émargement, donc vous avez peut-être du coup pu avoir aussi en papier aujourd'hui. Alors, nous, la fiche mission, c'est un document qu'on produit aussi de manière, je veux dire, régulière quand il y a des nouvelles missions, des missions émergentes de représentation des usagers qui justement manquent de cadres très précis et très pratiques. Et donc justement pour guider autant les structures qui accueillent les représentants que les représentants eux-mêmes pour se situer. Est-ce que c'est effectivement un mandat, un rôle qui peut me concerner, qui peut m'intéresser? Est-ce que je peux y trouver mon compte? Parce que ça reste un engagement bénévole, donc il faut aussi que ça rentre en jeu. Donc dans cette fiche mission, on réexplique très simplement un peu le cadre de ce qu'est un entrepôt de données de santé, qu'il y a une gouvernance avec une place pour les représentants, les usagers, quels sont justement les apports qu'ils peuvent y apporter sur le regard extérieur, sur le respect de l'utilisation des données, sur plein d'intérêts publics, et puis de leur proposer quelques grandes pistes, de dire, voilà, dans une équipe, dans un entrepôt de données de santé, vous allez retrouver plein de gens et qui peuvent aussi vous aider dans votre prise de poste. Vous pouvez aller rencontrer le délégué à la protection des données, vous pouvez rencontrer telle personne. Enfin, on leur donne quelques pistes de dire, pour vos premiers pas dans un mandat, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez attendre pour que ce soit aussi pratico-pratique et qu'ils puissent se projeter et pas juste se dire c'est un sujet qui m'intéresse, on se retrouve en réunion dans 2 mois, mais je n'en saurai pas forcément plus sur ce que je dois faire. Donc, pour conclure, en tout cas, sur ce premier élément de l'offre de service, c'est aussi bien de rappeler que c'est un document qui est bien sûr pour les usagers, mais également pour les gestionnaires de ces entrepôts de données de santé, pour les fournir à d'autres. Et donc, c'est aussi un support finalement de médiation et de dialogue, parce qu'à travers ce document, il est aussi possible de s'en reparler. Et ça, c'est absolument essentiel avant d'entrer finalement dans un comité éthique et scientifique d'un entrepôt de données de santé. Le deuxième élément de notre offre de service, c'est une formation citoyenne aux entrepôts de données de santé. Et là, c'est aussi intéressant parce que ce n'est pas nous qui avons sorti ce livrable, en tout cas de notre chapeau, c'est aussi ressorti de l'ensemble des conversations, du dialogue que l'on a pu avoir. Et on a donc, et Hervé va pouvoir aussi nous en parler, 3 modules. Un premier module sur ces entrepôts de données de santé qui est d'abord à quoi ça sert. Le deuxième, c'est comment ça fonctionne. C'est quoi le branchement des tuyaux, pour le dire très facilement. Et puis le troisième, c'était aussi très important, c'est de dire, mais tout ça finalement, ce n'est pas qu'un produit, un outil informatique, ce sont des équipes, ce sont des hommes derrière les machines. Et en tout cas, ces 3 modules sont vraiment ceux que les acteurs de cette concertation, donc ceux qui ont participé, ont voulu qu'on mette en évidence. Et Hervé, tu peux nous en parler un petit peu plus. Oui, tout à fait. Merci, Caroline. Déjà, ce sont des modules de formation que vous pouvez trouver sur les sites internet de France Asso Santé ainsi que du Data Hub. Derrière, finalement, cette apparence simplicité, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est quelques slides, bien faits, diront certains, très pédagogiques, qui donnent lieu aussi à un certain nombre de webinaires régulièrement. Et finalement, derrière ces slides, il y a quoi? Pour information, je me souviens d'un jeu, effectivement, de planches que l'on a fait, d'une vingtaine de planches. Je crois qu'on est monté à 320 demandes de correction. Parce qu'en fait, c'était quoi l'entreprise? C'était en fait, pour un moment donné, on nous avait missionné, nous sommes une société spécialisée en ingénierie et en recherche clinique, de dire, voilà, on aimerait se mettre d'accord pour un temps sur en fait, un certain nombre de mots, un certain nombre de vocabulaire, un certain nombre de manières de parler de certaines choses. Et ce n'est pas une entreprise facile, mais c'est une entreprise littéralement passionnante. Parce qu'effectivement, mettre d'accord sur des définitions, comme disait aussi tout à l'heure Stéphanie Combe, aussi encore peut-être parfois flou en entrepôt, mais qu'est-ce que c'est? Où sont les flux? Qui le fait? La CNIL, France Asso, HDH, ça a été effectivement une mission
très belle, mais qui au départ part aussi d'une méthodologie très intéressante qui est finalement insufflée, peut-être ton penchant sociologique, par l'idée on commence par le terrain. Et effectivement, la méthode imposée par le Health Data Hub a été de dire, d'abord, effectivement, soit on connaît un petit peu la question numérique, on connaît un peu la question recherche, très bien. On va faire comme si on ne connaissait pas, on redescend, on reva chez les acteurs locaux. Donc, on a interrogé des gens, effectivement, qui ont mis en œuvre des entrepôts de données de santé dans des hôpitaux de taille variée, des usagers. Et c'est cette idée, effectivement, parce que c'était très intéressant de voir finalement comment les gens en parlent, comment ils se sont appropriés. Parce qu'en fait, notre objectif a été avant tout de faire de la maïeutique. C'est-à-dire que les idées étaient là. Il fallait juste mettre tout le monde d'accord et trouver les meilleures manières de parler de chacun des objets, finalement, qui peuvent sembler abstraits. Et le premier slide kit que tu as cité est le plus intéressant parce qu'en fait, très rapidement, il me paraît une question, me dire, au fait, pourquoi on fait des entrepôts? Pourquoi déjà l'informatique magique de l'hôpital ne fonctionne pas déjà comme ça, ne permet pas déjà ça? Donc en fait, on a dû repartir à l'époque des dinosaures, de dire, en fait, pourquoi on en est là et pourquoi il y a besoin de ce nouvel outil pour avoir plus de chances, in fine, pour le patient. Et donc, c'est l'aventure, effectivement, qui nous a unis. On va faire une petite indiscrétion qui nous unissait avant, parce qu'en fait, ces slides prolongent un ensemble de jeux. Pardon, j'ai dit slide. Ces planches, ces formations citoyennes prolongent un autre ensemble de formations citoyennes plus axées sur le SNDS et les données de santé, les appariements, l'intelligence artificielle, qui étaient déjà avec le truc, diraient les jeunes, CNIL, effectivement, HDH, FAS, et d'ailleurs qui va aussi, je crois, bientôt donner à encore d'autres jeux de données, parce qu'il y a encore d'autres types de données très intéressantes en santé, notamment les données environnementales, mais c'est une autre histoire. Oui, merci. Juste pour compléter, je pense que c'est vraiment important de souligner qu'il y a eu une volonté vraiment partagée de travailler en commun, de produire des outils qui parlent un même langage, qu'on ne soit pas chacun dans notre coin à produire une formation, 3 slides, je redis slides, mais voilà, qui disent la même chose, mais avec des termes différents. Vraiment, l'objet, c'était de faire du collectif et de proposer des outils qui soient parlants, qui soient accessibles et surtout, encore une fois, de ne pas réinventer la poudre chacun dans notre coin. Et juste peut-être rappeler aussi, parce que les quelques slides, ça a été un travail passionnant et acharné, mais ça demande beaucoup de temps. Déjà pour être sûr qu'on va tous dans le même sens, qu'on a tous envie de dire les mêmes choses. Bon, à la limite, ça, c'est peut-être le plus simple, mais de s'assurer qu'on parle tous le même langage et surtout qu'on produit quelque chose qui soit intelligible et qui soit vraiment utile. En tout cas, voilà, c'est vraiment le souhait partagé et par le Health Data Hub et par France Asso Santé et par la CNIL. Je pense que je peux parler en votre nom. De toute façon, vous êtes là, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez réagir. Voilà, merci beaucoup. Et peut-être quelques mots rapides par rapport justement à toute cette démarche autour des formations citoyennes, puisque il y a eu toute cette construction exigeante de co-construction, mais qui donne des vrais résultats aussi. Et on voit que ça rencontre aussi, entre guillemets, son public, vu qu'on organise du coup des présentations de ces modules progressivement au rythme d'un par mois autour de webinaires les mardis de la donnée de santé, qui réunissent jusqu'à 700-800 inscrits, je crois, à chaque session pour l'instant. Donc, c'est aussi un beau succès pour nous, après tout ce travail, de voir qu'il y a une vraie attente et de voir qu'il y a une grande diversité d'acteurs aussi qui se connectent, qui s'intéressent et qui ont aussi en fait ce même besoin de s'aligner sur c'est quoi les termes, comme pourquoi on fait ça, etc. Donc, on voit que c'est une démarche extrêmement pertinente. Et puis, dans le prolongement de ce qu'on a raconté sur ces formations, sur cette fiche mission, on a aussi pris, on va dire, des engagements pour continuer et développer une offre de service finalement pour accompagner aussi de manière pratique, plus pratique en tout cas, les entrepôts de données de santé, les comités pour l'intégration justement des représentants d'usagers, notamment sur la question du recrutement, parce que c'est vrai que les entrepôts ne connaissent pas forcément les représentants d'usagers intéressés. Il ne faut pas se tromper dans le recrutement, parce qu'on a pu le voir dans certains cas avec des représentants qui jetaient l'éponge parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là et qu'il y avait des gros décalages. Donc l'idée, c'est de réussir à mettre en relation, notamment avec nos délégations régionales qui sont implantées partout sur le territoire, les bons représentants, qu'on puisse rapprocher ces acteurs de territoire aussi ensemble
et puis les accompagner en imaginant aussi quelque chose qui était remonté dans notre concertation, monter des groupes d'échange de pratiques aussi avec ces représentants d'usagers pour qu'ils puissent témoigner et échanger entre eux de comment ils jouent leur rôle et potentiellement avec d'autres acteurs aussi pour enrichir et faire améliorer tout ça. Merci à tous les quatre. Alors, on va prendre juste une petite question avant de passer au temps suivant. Une question qui vous est adressée, Arthur et Caroline, pour un petit peu des autres projets que vous menez ensemble, notamment sur les perceptions des citoyens vis-à-vis des données de santé. Rapidement. Petite question pour finir. Non, mais principalement en accord avec Caroline. Je pense qu'un des travaux le plus impactant qu'on a pu faire récemment, c'était tout début avril, une conférence de consensus citoyenne qui s'est tenue d'ailleurs sur ces mêmes chaises. Donc, vous suivez les citoyens, les 70 citoyens qui sont réunis de toute la France aussi pour essayer avec état d'esprit aussi, que je t'ai vu qui est dans la salle, et pour justement essayer de répondre à la question, est-ce qu'on peut parler des données de santé et du partage de ces données avec les citoyens, parce qu'on avait toujours l'impression que dans la question du fameux balance bénéfice-risque, on a un plateau des risques toujours plus lourd et pas forcément pour les bonnes raisons, et de savoir comment on peut remettre aussi dans la balance des bénéfices les bons arguments, les bons éléments, et pour construire une communication qui soit aussi plus juste. Et les entrepôts de données de santé doivent aussi être un vecteur finalement pour ce dialogue, cette acculturation et cette sensibilisation aussi pour tous les usagers. Eh bien, merci beaucoup Arthur pour ta réponse et merci à tous les quatre pour cette séquence. Merci beaucoup.